Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nazabeo. Motema pasie bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Mama Christian Chiwewe le Jene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemio Kozema Nalelio Natonio Kotona Zakoma Basusu bakanisa kazoto eza kotoma Oye bakalokuta Ebo makazoto Nalelio Bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezalite pelo ya Molimo monsanto Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Il est possible d'étudier ou scolariser votre proche dans une université canadienne, américaine, britannique ou française. Globedu Solutions est votre partenaire privilégié pour ce parcours. Nous vous proposons la gamme des universités adaptées à votre profil, niveau d'études et moyens financiers. Depuis la soumission du dossier, les tests exigés jusqu'à l'obtention de l'inscription,
Un consultant vous prend en charge et vous entraîne au respect des standards exigés afin d'obtenir les meilleurs résultats. Une seule adresse, www.globedus.ca. Numéro d'appel, +1 63 99 99 66 53. Écrivez-nous à info@globedu.ca, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Avec nous, étudiez à l'étranger et scolarisez vos proches en toute confiance et transparence. Globedus Solutions, le travail de pro, en partenariat avec le groupe HK Today Holding. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2024. Dans ce nouveau numéro que nous avons pensé vous amener aujourd'hui, nous allons décrypter les voyages du président de la République. Vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur ce sujet pour en parler. Vous savez que nous avons toujours nous avons toujours un devoir de vous faire une analyse assise, une analyse qui n'est pas teintée de sentiments, de la haine comme font les autres. Et nous allons vous amener une information claire et nette de ces voyages, de notre manière, ce n'est pas une parole d'évangile, de notre manière pour vous permettre de comprendre les 3 jours passés en Europe avec l'Occident, qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a gagné et à quel niveau il a échoué. Alors, pour bien parler de ces sujets, je vous remercie d'abord. Merci d'être nombreux en attente de cette émission. Je vous vois connectés. Je vous demande de partager l'émission, comme toujours. Partagez, likez l'émission. C'est que j'ai toujours appelé des munitions. Faites-nous des munitions pour que l'émission soit gardée sur YouTube. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne émission. Partagez et dites aux autres que nous sommes déjà en ligne pour vous décrypter ces voyages du président de la République. Alors, quand j'ai dit nous, c'est avec celui que vous avez toujours aimé, celui qui vous a toujours fait une analyse claire et nette. Il s'agit d'Éric Mwamba, journaliste d'investigation, qui lui-même est à Paris, là où se trouve le président de la République. Il a participé à plusieurs activités, dont la réception par le président de la République de la communauté congolaise. Je pense que Éric a beaucoup de choses à nous dire. Éric Mwamba, bonjour et merci d'être avec nous encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de HK Today. Bonjour HK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous ai pris à pied levé pour vous mettre quelque part et nous dire ce que vous avez vu concrètement, ce que vous avez constaté lors de ces passages à Paris du président de la République. Comment allez-vous? Comment va le Grand Journal d'abord? Oui, Grand Journal, c'est parti bien. On avait notre équipe mobilisée sur le terrain, sur la place de Paris, pour suivre pas à pas le parcours et les différentes rencontres du président ici à Paris. Donc, je suis arrivé un peu en retard puisque j'ai fait 38 heures en route d'Australie à Paris. J'ai passé toute une journée à Singapour. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe du Grand Journal était sur le terrain. L'équipe du Grand Journal était sur le terrain. Alors, merci. Je suis content de cette collaboration puisque nous avons reçu pas mal d'images, pas mal d'idées, pas mal de témoignages de la part de l'équipe du Grand Journal. Je vous remercie sincèrement pour ce partenariat. Mais dites-nous d'abord, est-ce que vous êtes à Paris? Nous allons tout de suite entrer dans les vifs du sujet puisque nos téléspectateurs ont besoin de comprendre comment s'est déroulé ce voyage du président de la République en Europe. Alors, vous êtes sur place en Europe. Dites-nous d'entrée des jeux, il est encore là ou il est déjà de retour à Kinshasa? Le séjour officiel du président a pris fin, puisqu'il était là du 28 au 30 pour la partie officielle. Et le 1er mai, il devait rencontrer les Congolais de France.
Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres Congolais des pays environnants qui n'étaient pas concernés dans le vote, les élections du 20 décembre, qui ont fait les déplacements. Mais dans son séjour a pris fin, les 3 jours de son séjour, sa visite officielle, ont pris fin et il a rencontré la communauté. Je pense qu'il a quitté, le président a quitté la terre française. Il doit rencontrer aussi la communauté congolaise de Belgique. Je pense qu'il séjourne en ce moment en Belgique. Donc, il doit être en Belgique en ce moment. Oui, absolument. D'accord. Alors, commençons par cette visite officielle. Et nous allons chuter par la rencontre des Congolais. Je vois que la salle était vraiment pleine. Et toi, Eric, tu étais dans la salle. Je pense que tu es mieux placé pour nous dire exactement c'était quoi le message, quelle a été l'ambiance et comment cette rencontre a été organisée. Commençons d'abord par son voyage sur le plan officiel avec l'administration Macron. Et qu'est-ce qu'il a fait? À qui il a parlé? Et qu'est-ce qu'il a pu gagner comme résultat de son voyage avec le gouvernement français? Bon, le président a été reçu en tête-à-tête à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Les rencontres entre chefs d'État sont préparées depuis de longues dates, puisque une rencontre officielle d'un chef d'État avec un autre ne se fait pas à l'improviste, ni du jour au lendemain. Donc, c'est l'agenda du président Emmanuel Macron inscrivait depuis très longtemps qu'il va recevoir le président Félix Tshisekedi à la fin du mois d'avril. Donc, oui. Il est arrivé et effectivement, il était reçu à l'Élysée et il était reçu avec les honneurs dus à son rang de chef d'État à l'Élysée. Et à part ça, il était reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat avant de rencontrer aussi les hommes d'affaires français regroupés au sein du MEDEF, donc le patronat français. Toutes ces rencontres ont bien eu lieu. Alors, les rencontres ont eu lieu et qu'est-ce qui... Puisque on voit le président Tshisekedi très détendu et c'est comme s'il avait confiance en Macron après leur discussion. Est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il a pu obtenir? Puisque je sais que ces voyages étaient 100% sécuritaires, puisque la question de la sécurité ronge encore l'Est du pays. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une entente ou quelque chose offerte à Félix Tshisekedi par Emmanuel Macron dans ce temps? Bon, les temps étaient différents du ping-pong auquel on a assisté il y a une année à Kinshasa, quand le président Emmanuel Macron séjournait en RDC. On sait tous lors de cette conférence de presse agitée du Palais du Peuple. Contrairement à cela, ici à Paris, les temps étaient amicaux entre les deux chefs d'État. Effectivement, la question sécuritaire à l'est du pays était au centre de leurs entretiens. Et au niveau du ton, c'était quand même aussi un peu différent, puisque le président Macron a dit qu'ils ne vont pas tergiverser, ils étaient intransigeants sur l'intégrité du territoire de la RDC. Mais ça c'est la chanson de Macron. C'est la chanson de Macron avec son administration. Et on en a entendu assez quand même. C'est pas aujourd'hui. Oui, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de la communauté internationale, ça a toujours été clair que la sécurité de la RDC repose entre les mains du gouvernement et de l'armée congolaise et qu'il n'est pas question pour un État étranger, par exemple, de s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres États. Par exemple, l'armée française n'est pas au Congo. Ce sont des rencontres diplomatiques qui se terminent par des déclarations et parfois par des communiqués qui n'ont pas un caractère coercitif, c'est-à-dire que le chef d'État condamne sur le plan moral, sur le plan des principes, c'est-à-dire que les principes d'intangibilité des territoires de chaque nation sont des principes sacro-saints, ce sont des principes qui sont garantis
par la Charte des Nations Unies. Et c'est au nom de ces principes que les autres États amis condamnent de manière tout à fait morale. Puisqu'ils ne vont pas déloger les forces, par exemple, des M23, bien que il y a des différents rapports des Nations Unies qui reconnaissent qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Mais il appartient à l'État congolais, puisque ce n'est pas l'armée rwandaise de manière officielle qui est au Congo. C'est l'armée rwandaise à travers un groupe armé ou à travers des groupes armés. Donc, il appartient à l'armée congolaise de les déloger. Alors, quand le président fait la diplomatie, il va rencontrer d'autres États. Ces États-là, le cas de la France, ils condamnent sur le plan moral, sur le plan des principes. Mais, bon, comme on dit, la guerre, c'est la prolongation de la diplomatie. Faire la guerre, c'est une autre façon de faire la diplomatie. Donc, il appartient à l'État congolais de prendre ses responsabilités. S'il veut déloger le groupe M23, ce n'est pas la France qui va le faire. Sinon, la France va être accusée de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc, le président Emmanuel Macron a condamné de manière morale et par principe. C'est tout à fait normal en diplomatie. Mais là, je ne comprends absolument rien, puisque c'est la France et d'autres pays qui demandent au président Tshisekedi de respecter les cessez-le-feu d'abord, et notre armée, jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, intervient de manière pas régulière. C'est juste peut-être derrière les Ouazalendo qui se battent, et la France et d'autres pays exigent le respect du cessez-le-feu. Ils ont même imposé le cessez-le-feu aérien en nous signalant que le Rwanda a placé son missile son arme anti-missile sur le sol congolais. Donc, n'utilisez plus votre armée aérienne. Tout ça, c'est la France. La France a toujours demandé à ce que les Rwandais nous condamnons ce soutien du Rwanda au groupe M23. Nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. La France reconnaît ça. Pourquoi la France n'a pas eu le courage de dire à Tshisekedi, nous exigeons, ou soit j'ai demandé au Rwanda de retirer ses troupes et le Rwanda m'a donné sa parole. On reste sur le... Et Tshisekedi continue à demander des sanctions. Est-ce que Tshisekedi est en train de prêcher dans les déserts où personne ne l'entend, ne l'écoute, ou il va toujours continuer à demander des sanctions pendant que la France, qui est censée être la première à lui accorder ces sanctions contre les Rwandais, reste silencieuse? Est-ce que le président Tshisekedi a beaucoup réfléchi en faisant ces voyages auprès de Macron? Non, le président Tshisekedi s'est inscrit dans l'approche diplomatique au lieu de l'approche militaire. Mais tous les spécialistes des relations internationales savent que la diplomatie n'exclut pas l'approche militaire sur le terrain, puisque l'approche militaire, donc la guerre, fait partie de la diplomatie. C'est-à-dire que le président Paul Kagame pousse les groupes armés qui sont sur le terrain du M23 d'occuper davantage des territoires, puisqu'il sait qu'en cas de négociation, il ira en négociation en situation de force et il va obtenir ce qu'il veut obtenir. Donc, ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui va dire au Rwanda ce qu'il va faire. Il y a un précédent intéressant qui peut permettre à ceux qui nous suivent de comprendre comment les relations internationales fonctionnent. Les deux armées rwandaises et ougandaises s'étaient battues à Kisangani, en terre congolaise, et le gouvernement congolais avait décidé de poursuivre les deux États, donc le Rwanda et l'Ouganda, au niveau de la justice internationale. Mais le problème est que seul l'Ouganda était poursuivi, pas le Rwanda, parce que le Rwanda n'a pas ratifié les traités qui régit la Cour internationale de justice. C'est pour dire tout simplement que le Rwanda, en tant que pays souverain, ne peut pas recevoir des ordres de qui que ce soit. Le Rwanda adhère à des organisations internationales de manière libre, comme n'importe quel État doit le faire, et le Rwanda discute avec les États de son choix. Et le Rwanda n'est pas obligé de respecter par exemple, les demandes ou les exhortations, puisque un des termes que le président Emmanuel Macron avait utilisé, c'est l'exhortation. Il a dit, nous exhortons le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Exhorter, puisque en diplomatie, chaque mot compte, chaque mot a son sens, sa signification.
Quand le président Macron dit « nous exhortons le Rwanda », c'est puisqu'il sait qu'il ne peut pas donner des injonctions au Rwanda en tant que pays souverain. Et il ne peut qu'en tant que chef d'État d'un pays ami, exhorter, donc exprimer son opinion. Il ne peut pas obliger un autre État. Donc, j'insiste que le Rwanda partira de la RDC s'il n'est pas poussé, contraint par la force militaire. Il partira le jour qu'il décidera de partir. Mais il ne partira pas puisque un chef d'État d'un autre pays, fût-il d'un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, va lui demander de le faire. C'est possible si le Congo, par exemple, utilise des mesures de rétorsion économique contre la France, par exemple, puisque la France a quand même des intérêts en République démocratique du Congo. Il y a des grosses sociétés, nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Il y a par exemple la société Orange, qui compte 20 millions d'abonnés en République démocratique du Congo. Il y a d'autres sociétés comme, qui exploitent le pétrole Perenco, qui exploite le pétrole à Mwanda, et bien d'autres sociétés françaises qui se trouvent sur le sol congolais. Il y a aussi Canal Plus et d'autres. Et bien d'autres sociétés. Alors la RDC, en tant que pays important, membre de la francophonie, peut appliquer des mesures de rétorsion économique sur la France pour obliger la France, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'utiliser son veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, pour que ces derniers puissent prendre des sanctions contre le Rwanda. Mais ça m'étonnerait, je doute fort, puisque le Rwanda aujourd'hui joue le rôle des gendarmes militaires au niveau de l'Afrique. Le Rwanda appuie les Nations Unies dans les différents pays africains où il y a des conflits. C'est le cas de Mozambique et bien d'autres pays, la Centrafrique, où le Rwanda envoie ses contingents et ce qu'il y a derrière ces différentes opérations de chars militaires rwandais, c'est que les entreprises rwandaises se déploient sur le terrain dans ces différents pays et signent des contrats. Donc le Rwanda a réussi à se poser comme interlocuteur de premier plan du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en contrepartie, je vois mal que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse prendre des sanctions. Et un membre isolé, de manière isolée, comme le Rwanda, ne peut pas sanctionner, et comme la France ne peut pas sanctionner le Rwanda. Alors, est-ce que le président Tshisekedi n'a pas évoqué la question de l'accord de l'Union européenne avec les Rwandais sur, entre autres, la mine de Rubaya, aujourd'hui, qui est entre les mains à 100%, entre les mains du Rwanda, derrière moi, c'est la mine de Rubaya. Les M23 ont pris ça hier. Est-ce que le président Tshisekedi n'a pas évoqué ça avec lui? Est-ce qu'il l'a évoqué dernièrement en Belgique? Il attendait sûrement aborder cette question avec la France. Il n'y a pas eu de retombées dans ce sens. La France maintient toujours sa présence dans cet accord, puisque c'est la France qui a négocié cet accord avec les Rwandais. Bon, mais à ma connaissance, l'accord ne porte pas sur une mine. L'accord porte non, sur les matières premières, dont les coltans d'abord. Oui, l'accord porte sur les ressources minières stratégiques que l'Union européenne voudrait acheter à travers le Rwanda. Là, c'est très intéressant pour ceux qui nous suivent de savoir qu'on ne peut pas interdire à un pays de signer des accords avec d'autres pays ou d'autres organisations internationales sur n'importe quel produit au motif que ces pays ne disposent pas de ce produit sur son sous-sol. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs cas dans le monde où je l'ai déjà évoqué dans cette émission, où par exemple la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët avait créé une société de raffinage du pétrole sur son sol alors qu'il n'était pas producteur de pétrole. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire savait qu'il y a des pays africains tels qu'à l'époque, l'Angola, le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Gabon, qui avaient le pétrole mais qui n'avaient pas ces usines dans leur territoire qu'ils allaient raffiner en Occident. Donc la Côte d'Ivoire, à l'époque du président Houphouët, en tant qu'État intelligent, s'était donné de cet outil
pour avoir d'autres pays comme clients. Le Rwanda peut faire la même chose. Le problème n'est pas que, parce que je pense que là, le Congo pose le problème dans la perspective que le Rwanda ne dispose pas de ces matières sur son sous-sol. Mais Non. le Rwanda Non, moi, peut jouer le rôle. Je souhaite apporter une précision là-dessus. Ouais. Le cas de la Côte d'Ivoire est tout à fait différent de celui de la RDC, du Rwanda. Puisque la Côte d'Ivoire officiellement a des partenariats avec les pays producteurs du pétrole. Et le pétrole arrive en Côte d'Ivoire de manière officielle, et puis la Côte d'Ivoire peut transformer et puis exporter comme il veut. Mais ici, est-ce qu'on peut supposer que les pays autour du Rwanda, ou les pays avec qui le Rwanda est en partenariat aujourd'hui, qui lui fournit du coltan, par exemple? Non, tout le monde sait que c'est une économie de contrebande. Tout le monde sait que le Rwanda a installé le chaos à l'est de la République démocratique du Congo pour extraire les minéraux de manière illégale. C'est une économie 100% contrebande. Tout le monde sait ça. Ce n'est un secret pour personne. Mais le problème avec la RDC, c'est que la RDC va négocier, que ce soit avec le Rwanda ou avec les partenaires internationaux, en situation de faiblesse. C'est ça le problème. Alors, je comprends donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de retombées positives en faveur de la RDC. Mais parlons de cette rencontre avec les hommes d'affaires français. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ça, c'était du côté de l'administration française, mais du côté entrepreneur français, j'ai vu le président échanger avec ces hommes d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, il faut rappeler qu'il y a une année, le président Emmanuel Macron s'était rendu au Congo avec les entrepreneurs français. Et qu'ils avaient rencontré d'autres entrepreneurs au Congo au niveau du patronat congolais. Mais qu'une année après, parce qu'il faut savoir que c'était au mois de mars 2023, et qu'aujourd'hui, en avril, puisque ce sont des rencontres qui se sont déroulées à la fin du mois d'avril, ça fait exactement une année et un mois. Donc, il n'y a pas eu de suivi au niveau du partenariat ou soit des partenariats qui devraient être conclus entre les entreprises françaises et les entreprises congolaises. Il n'y a eu aucun contrat qui a été signé. Je pense que le président a fait la réciprocité en venant en France, à la suite de la visite du président Macron. Ils ont abordé la même question au niveau du MEDEF, donc au niveau du patronat français. Mais je pense que le problème, ce n'est pas au niveau de ces échanges entre le président français et les entrepreneurs congolais ou vice-versa. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre en place les conditions d'attractivité qui permettent aux entreprises congolaises de travailler avec les entreprises françaises ou les entreprises d'autres pays dans le monde. Ce sont les conditions d'attractivité sur lesquelles il faut travailler. Et je pense que, puisque normalement, un pays qui a mis en place toutes ces conditions-là attire, c'est-à-dire les entreprises vont dans un pays pas parce qu'on les supplie d'y aller. Les entreprises vont dans un pays pour avoir des profits, pour rentabiliser leurs entreprises. Donc, ils vont, les hommes d'affaires ou les entrepreneurs, ils vont quand ils sont sûrs que les conditions sont réunies. Soit il y a la main-d'œuvre qualifiée, soit il y a les matières premières à moins cher, soit il y a les taxes moins coûteuses, etc. Ce sont ces conditions d'attractivité, ce qu'on appelle le climat des affaires, qu'il faut mettre en place au Congo, et les entreprises viendront d'eux-mêmes, puisque les entreprises, les pays qu'on vante, par exemple, qui attirent les entreprises comme Singapour, comme Dubaï, comme la Chine, les entreprises y vont d'elles-mêmes. On ne vient pas les chercher. Donc, je pense qu'il faut que du côté du gouvernement congolais, on puisse bien revoir la copie pour savoir si les conditions d'attractivité qui sont mises en place permettent aux entreprises de venir librement sans qu'on vienne les chercher.
D'accord. Alors, Eric, regardons ce qui s'est passé dans la salle. Est-ce que tu peux nous dire que ici, le président de la République il a reçu les Congolais. Donc, nous avons compris. D'abord, j'ai vu même les présidents se promener, rencontrer les entreprises, les entrepreneurs français qui n'ont rien fait jusque-là depuis leur passage à Kinshasa. Mais j'ai vu du côté congolais, j'ai même vu des ministres, c'est une forte délégation, et j'ai vu même les ministres des Sports. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, même si pas directement avec le président de la République, est-ce qu'il y a eu quelque chose même avec certains ministères qui étaient là, dont le ministre des Sports, Kaboulou, Mona Kaboulou? Bon, je ne pense pas si on doit faire la fixation sur une personnalité, sur un ministre, par exemple, mais dans cette émission, par exemple, nous avons toujours évoqué la question des personnes qui voyagent avec le président de la République, qui sont nombreuses, qui viennent, par exemple, de son cabinet ou du gouvernement, qui n'ont aucun rôle à jouer lors de ces voyages. Donc, on voit souvent des conseillers du président qui ferment leur bureau à Kinshasa et on se demande si on peut évaluer le travail de ces conseillers. Depuis qu'ils sont là, quel est le travail qu'ils ont fait, quels sont les résultats, puisqu'il faut arriver à évaluer. Mais on les voit se prélasser, ils aiment bien voyager avec le président, passer une nuit dans les hôtels 5 étoiles, etc. Mais c'était le cas lors de ces voyages. J'étais dans la salle, j'ai vu certaines têtes, certains conseillers, ministres comme celui des Sports, par exemple. Je ne sais pas quel était le rôle qu'il est venu jouer. Bon, je ne sais pas, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu bientôt à Paris. Je ne sais pas si dans ce cadre-là que le ministre Kabolo est venu à Paris. Mais je pense qu'il y a souvent beaucoup de délégations pléthoriques dans la suite du président qui ne devraient pas être là, qui ferment leur bureau, puisque parfois, quand on travaille sur certains dossiers avec des conseillers du président, on nous dit, ou certains ministres, on nous dit non, ils sont toujours en voyage, ils ne sont pas là. Il y a même des ministres, on vous dit non, il est en voyage, il sera en voyage pendant 3 mois, puisqu'il revient de tel voyage pour aller dans tel autre voyage et que vous ne pouvez rien faire pendant ces 3 mois. Donc, il est le président. Le président ce soir. Et tous les services sont mobilisés. Je pense peut-être que c'est une question que la nouvelle première ministre pourra régler, puisque toutes ces personnes, pour qu'elles se déplacent de Kinshasa, elles doivent avoir l'ordre de mission signé par le gouvernement, puisque ça entraîne aussi des budgets, puisque ces personnalités, pour qu'elles se déplacent, il faut que l'État congolais puisse débourser de l'argent. C'est le gouvernement qui organise tout ça. Donc je pense que ça fera partie des questions qui seront réglées par la nouvelle première ministre, des voyages des personnes qui n'ont rien à voir avec l'objet de ces voyages-là. D'accord, c'est bon. Ici sur la photo, je vois le conseiller Martin, je le salue aussi en passant. Je vois le professeur Mbata. Il est député ou il est encore... Il est député, oui, député national, oui, réélu. Oui. Député national et qui a accompagné le président. Sur la photo, bon, j'ai beaucoup de cadres du parti, de l'UDPS qui sont là. Ils peuvent bien visiter, accompagner les chefs de l'État, ce qui est normal. Bon, mais certains députés, il faut préciser, c'est normal, le président a eu des rencontres à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'était tout à fait normal que pour ces rencontres-là, un groupe de députés ou de sénateurs congolais puisse faire le voyage avec les chefs de l'État pour discuter avec leurs homologues dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ça, c'était tout à fait normal. Mais d'une manière générale, on voit des personnes qui n'ont pas, dont les fonctions n'ont rien à voir avec l'objet des voyages des chefs de l'État, qui sont dans tous les voyages des chefs de l'État. Ça, je pense que c'est une question qui soulève des interrogations. D'accord. Alors dites-nous, là, c'est le président qui entre dans la salle. Ça, c'est son entrée. Dites-nous, est-ce que, d'abord, avant de nous tourner vers cette population, ces Congolais qui sont venus écouter le président de la République,
est-ce que vous avez vu les opposants, les combattants, qu'on appelle les combattants, qui ont toujours cherché Félix Tshisekedi, et là, ils en ont eu une bonne occasion de le voir. Alors, aujourd'hui, tu y es venu laisser un phénomène. Est-ce que vous les avez vus? Ils ont pu quand même s'exprimer devant le président. Bon, en fait, il faut inscrire la rencontre du président avec les Congolais de la diaspora dans son contexte. Hein. C'est un contexte post-électoral, puisque pour la première fois, il y a certains pays, les Congolais dans certains pays, 5 pays étrangers, qui devaient voter. Et la France fait partie de ces pays. Donc le président a tenu à rencontrer le Congolais de France pour leur dire merci de l'avoir voté massivement. C'est dans ce contexte-là que cette rencontre s'est inscrite. Et quelle a été l'attitude des combattants hostiles au président, au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Vous les avez vus? Personnellement, je n'ai pas vu les combattants. Il faut dire que les dispositifs sécuritaires étaient impressionnants. Donc, le gouvernement français, puisque n'oublions pas que le président séjournait en France à la suite d'une visite officielle. Donc, les dispositifs sécuritaires étaient impressionnants. Il y avait la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers qui ont quadrillé tous les quartiers. Donc, l'avenue où se trouvait la salle dans laquelle cette rencontre a eu lieu était bondée de services de sécurité français. Eric, j'étais perdu là. J'étais perdu. Eric, j'étais perdu. J'étais perdu. Est-ce que tu peux bien voir ton micro? Non, non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce que... Essaie un peu de parler. Je ne t'entends pas. Non. Non, tu dois peut-être... Tu dois... Eric, réponds sur la ligne. Les liens, tu peux répondre sur les liens. Alors, voilà, chers amis, nous sommes en train d'analyser les voyages du président de la République en Europe avec Eric Mwamba qui est sur place. Je lui ai demandé de se mettre quelque part et nous faire les comptes rendus puisqu'il était sur place, il a vécu et au lieu de rester sur des spéculations. Eric nous parle en tant que journaliste puisque c'est très différent quand quelqu'un nous parle en tant que journaliste et l'autre nous parle en tant que fanatique, c'est autre chose. Eric nous parle dans les bons, tout comme dans les mauvais sens, selon ce qu'il peut cocher et envoyer à travers le monde pour que les gens puissent lire. Donc, c'est très différent. C'est pourquoi nous avons pensé l'avoir et puis échanger avec lui sur qu'est-ce que le président de la République a dit aux Congolais, qu'est-ce qu'il a obtenu. Mais sur le retard d'abord, le président n'a obtenu rien du tout. D'après Eric, Namasolo n'a eu avec Emmanuel Macron. Il n'a pas retenu gain de cause. Sinon, Bagoye Kobima n'a compte rendu Balobi. Voilà. Après notre échange, nous avons, moi, Emmanuel Macron, j'ai pris l'engagement de faire ça au président Tshisekedi et aux Congolais. Macron et Zalaki n'a sens mogo. Personnellement, je n'ai pas suivi Eric évoquer ça. Donc, personnellement, je n'ai pas suivi Eric évoquer ça. Que voilà, Macron a pris l'engagement ferme aux Congolais et au président de faire ça, ainsi de suite. Alors, je pense que sur le plan diplomatique, je peux conclure, d'après les propos d'Eric, que le président a échoué dans cette mission. Sur le plan des affaires aussi, depuis une année, plus d'une année, les hommes d'affaires français ont fait le tour en RDC avec Emmanuel Macron.
Ils ont parlé, ils se sont entendus sur beaucoup de choses. Une année après, aucun accord avec les entreprises congolaises. Et là, je comprendrais. Et ils n'ont pas fait une déclaration officielle que voilà, nous réitérons notre engagement d'être là en RDC peut-être dans 3 mois pour, 1, faire ça, 2, faire ça avec vos entreprises. Donc, je comprendrais que sur les plans affaires avec les entreprises françaises, il n'y a pas eu un résultat. Et allons voir maintenant du côté des Congolais qui ont été dans cette salle avec le président de la République. Éric, vous êtes de retour avec nous. D'abord, qui sont ces Congolais qui étaient venus? C'est seulement les Congolais de la France, où était basé le président de la République, ou ils sont venus de partout? Les Congolais sont venus de France et d'autres pays européens qui n'étaient pas concernés par les élections, puisque le président ne se rendra pas dans d'autres pays qui n'étaient pas concernés par les élections. Donc, les Congolais d'autres pays tels que l'Angleterre et d'autres pays environnants en ont profité pour venir rencontrer le président, et ils étaient nombreux. J'ai noté que, contrairement à ce qu'on a toujours, certaines langues ont toujours reproché le peuple congolais d'être inconscient, de ne pas être discipliné, j'ai vu un peuple très propre, très discipliné, très ponctuel. Ça se voit même. Ça se voit même. Ça se voit même dans la salle. Ils sont très propres, très calmes. Je vois ici, ça c'est la délégation congolaise. Et je vois tous les Congolais très silencieux là, très calmes. Et puis voilà, ils sont là très calmes. Alors dis-moi, Eric, mais visiblement tout était bien organisé. Mais apparemment, c'était une des réunions chaotiques qui n'a jamais été organisée en France par les Congolais comme ça. Oui, il faut d'abord noter que quand on parle de France, on ne parle pas de Paris. Donc la France, c'est un pays vaste. Les Congolais sont venus de Chambéry, ils sont venus de Strasbourg, de Rennes, ils sont venus de Lyon, de Lille, des différentes régions, des différentes villes de France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus depuis la veille, qui ont payé leur transport, qui ont loué des hôtels. Et il y a d'autres personnes, puisque la rencontre était prévue pour commencer à 12 h, déjà à 9 h, 10 h, les gens, par respect pour le président de la République, ils étaient là. Et ils étaient calmes, patients. Mais du côté du protocole du président de la République, c'était catastrophique, puisque la réunion a commencé avec 4 heures de retard. C'est-à-dire, alors que les gens étaient là, tout le monde était là, et les services de sécurité étaient là, le protocole, les services aussi de sécurité du côté de la RDC étaient là, mais le président est arrivé avec 4 heures de retard, puisque nous, depuis un certain temps, vous savez que le président Félix Tshisekedi, parmi les nouveaux services qu'il a créés en République démocratique du Congo, il y a un service qui s'appelle Agence pour le changement de mentalité. Et nous pensons que la ponctualité, c'est quelque chose, la gestion rationnelle et efficace du temps, c'est un principe dans le management. C'est par là même que commence le changement de mentalité. Oui, et le protocole présidentiel n'a pas fait son travail, puisque ils n'ont pas permis au président d'être ponctuel à ce rendez-vous. 4 heures de retard. Les Congolais qui étaient là déjà depuis la veille, la réunion a commencé avec 4 heures de retard. C'est déjà le premier couac, c'est déjà la première difficulté, le premier échec de cette rencontre. Et pendant que le conseiller Freddy, je crois que c'est Freddy Kabala, essayait de se débrouiller, de calmer la foule, il a même proposé qu'un comédien puisse venir égayer la salle, mais les gens ont refusé. Les Congolais ont refusé, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus voir les comédiens, ils sont venus voir le président de la République, que pour les Congolais, c'était une rencontre sérieuse, mais qu'ils considéraient que le protocole présidentiel n'a pas pris au sérieux, puisque
la réunion a commencé avec 4 heures de retard. C'est le premier fois. Il y en a plusieurs, hein, on va en parler. Alors, dites-moi, le conseiller Kabbalah, il joue quel rôle? Il est de la communication, je pense. Oui, il est, je crois, parmi les conseillers en communication du chef de l'État. Et c'est lui qui jouait à la modération lors de cette rencontre. Donc, les gens ont désapprouvé le fait que la réunion commence en retard, puisqu'il n'y avait pas de raison que ça commence en retard. Et beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons parlé ont considéré que c'était le manque de professionnalisme du protocole présidentiel. Alors, à l'intérieur maintenant de la salle, j'ai vu qu'il y avait un désordre qui n'a pas son nom. Et oui, les présidents parlaient, il y a des gens qui parlaient aussi de l'autre côté. Et les questions même, c'était très mal organisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours le protocole? Oui, d'abord, il faut noter que le conseiller Kabbalah qui modérait la rencontre n'a pas présenté la feuille de route de la conférence, puisque normalement, lors de ces genres de rencontres, on présente la feuille de route, c'est-à-dire on explique au public ce qui va se passer. Donc, le président parlera et il y aura un échange, par exemple, entre le président et les citoyens, puisque c'était une rencontre de remerciements de la part du président à l'égard du peuple congolais représenté par cet échantillon qui était dans la salle. Et en principe, l'organisation devrait donner suffisamment le temps au peuple d'échanger avec le président, mais cette feuille de route n'était pas présentée. Ces chahuts qu'on a vus, en fait, a deux explications. La première explication, c'est le fait qu'il y a eu une espèce de clameur publique des gens qui répétaient au président, lorsqu'il évoquait certaines questions économiques, des gens qui répétaient qu'il faut écarter les voleurs de votre entourage, il faut écarter les voleurs du gouvernement. Nous ne voulons pas des voleurs dans votre entourage. Nous ne voulons pas des voleurs, des détourneurs, des prédateurs dans le prochain gouvernement qui va sortir. Ça, de temps en temps, quand le président évoquait des questions d'ordre économique, ça suscitait ces chahuts qui n'est pas très loin d'une clameur publique à l'égard des mandataires prédateurs. Et ça, c'est la première explication de ces bruits. Mais la deuxième explication de ces bruits, c'est lorsque le conseiller a annoncé, après le discours du président, qu'il ne prendra que 2 questions dans la salle. Donc, les gens n'ont pas approuvé ça. Et il y avait à peu près combien de personnes? Ils ont considéré ça comme le manque de respect à l'égard des gens qui se sont déplacés des différents pays ou des différentes régions de France pour venir rencontrer le président. Les gens avaient des choses à dire. Ils ont considéré ça comme le manque d'égard et c'est ce qui a suscité ces désordres qui a fait que la réunion s'est terminée dans une sorte de queue de poisson. Il y avait à peu près combien de personnes? Il y avait pas moins de 2000 personnes. Hein. Pas moins de 2000 personnes. Donc, c'est approximativement... c'est autour de 3000 personnes. Sur les 2000, 3000 personnes, oui. Il était prévu que le président va exposer ses idées et sortir ou échanger avec la communauté. Puisque ça doit être l'idée du départ qui nous permettra de bien comprendre la raison pour laquelle le président a accepté d'échanger avec les Congolais. En fait, les organisateurs, les conseillers, Kabbalah n'a pas expliqué au public, n'a pas expliqué à la population comment devrait se dérouler cette séance entre les chefs de l'État et les gens qui étaient là. Il n'a pas expliqué. Donc, les gens ne savaient pas ce qui va se passer. Ils ont été surpris de constater après le discours du président qu'on va prendre que 2 questions dans la salle. Donc, ça n'a pas été annoncé avant. Les gens s'attendaient que c'était leur jour, c'était leur rencontre avec les chefs de l'État et qu'on leur donnera suffisamment le temps de s'exprimer, ce qui n'a pas été fait et ce qui a suscité les désordres qu'on a vus dans la salle. Donc, moi, comme vous l'avez dit, les gens s'attendaient à un échange fructueux du genre, vous commencez le mandat, voici ce que nous pensons, chacun pose la question
et il attend la réponse. Mais les deux personnes choisies pour poser des questions, c'était encore catastrophique. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Et les deux sur base de personnes quoi, choisies aussi, Eric, oui. sur base de quoi on a fait les choix sur les deux personnes et non pas les autres? Bon, les deux personnes choisies, par exemple, quand la première personne a commencé à parler, cela a donné aussi l'impression qu'il s'agissait d'une personne présélectionnée, puisque la personne a commencé à parler de sa vie privée, que ça serait le chef de l'État qui l'aurait envoyé aux soins en France, que son budget était épuisé et qu'il demandait au président de prendre des dispositions pour... Là, c'est dans la salle. Alors, ça a donné l'impression d'une mise en scène d'une personne qui s'était arrangée avec les gens du protocole, puisque même la deuxième personne qui a parlé de ces parcelles qui auraient été spoliées à Kinshasa. Donc, les deux personnes, on ne sait pas sur quelle base ces deux personnes ont été choisies, puisque les deux personnes choisies n'ont pas abordé des questions d'intérêt général. Donc, tout ça, ça montre la désorganisation, ça montre les manques du professionnalisme de l'équipe du protocole présidentiel. Une personne qui dit, vous m'avez envoyé dans les soins ici en Belgique et mon budget, je n'ai plus. En France, je n'ai plus de budget, je cherche comment retourner au pays. Une autre qui dit, mes parcelles ont été... Et quelle a été la réponse du président? Bon, Stéphane, il y avait tellement de bruit dans la salle. Le président se souvenait très bien. Bon, je pense que c'était vraiment catastrophique puisqu'on n'était pas là pour ça, qu'on ne pouvait pas aborder des questions de manière personnelle. Mais il faut aussi voir du côté des Congolais de France. Je pense qu'il y a eu aussi une certaine faiblesse dans l'organisation, puisque les Congolais de France étaient informés depuis très longtemps que le président viendra les rencontrer. Et eux aussi devraient s'organiser, en principe devraient entrer en contact avec le protocole présidentiel pour préparer et co-organiser cette rencontre. Organiser la rencontre entre le président et les Congolais de France. Il n'était pas question que seuls les services présidentiels puissent l'organiser. De ce côté-là, les leaders des Congolais de France ont aussi baissé des gardes puisqu'ils devraient préparer un mémo, par exemple, leur propre feuille de route pour montrer, consigner, par exemple, quelle était leur revendication, quelle était leur façon de voir la prochaine gouvernance lors du deuxième mandat du président de la République. Par exemple, comme c'était la première fois que les Congolais de France et de Belgique et bien d'autres votaient, quel était le quota, par exemple, réservé aux Congolais de France ou de Belgique, des pays qui ont voté dans le prochain gouvernement qui sera formé. Tout ça, c'était de la responsabilité des Congolais de France. Ils ne l'ont pas fait et ça donnait l'impression qu'ils étaient venus à cette rencontre sans la préparer. Et cette rencontre sans... Donc, ils n'ont pas déposé leur mémo. Oui, cette rencontre s'est terminée sans qu'il y ait un protocole d'accord, une entente entre le président et puisque les partis politiques de Kinshasa vont avoir des postes ministériels dans le prochain gouvernement qui va sortir. Et il est tout à fait loisible que les Congolais des pays qui ont voté lors de ces élections du 20 décembre 2023 puissent aussi avoir des ministères et puissent aussi avoir des postes de responsabilité dans le prochain gouvernement qui va venir. Mais les Congolais de France ne l'ont pas revendiqué et les Congolais de France n'ont déposé aucun cahier de charges auprès du chef de l'État. Donc, c'est de leur responsabilité aussi. Exact. Alors, la personne qui a marqué la foule ou la délégation, c'est celle-ci. Vital Kamerhe Kanyingini. Et quand on l'a vu, nous avons vu que les Congolais de la diaspora semblaient nous montrer qu'ils étaient en désaccord avec la présence de
de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont clairement expliqué au président qu'ils ne veulent pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe était sur place? Non, Vital Kamerhe n'était pas sur place, oui. Les Congolais de France l'ont présenté comme un échantillon représentatif de grandes valeurs. Je sais que Vital a bien agi. Je sais que Vital a bien agi, puisque les choses qui se racontaient dans la salle, s'il était là, je pense que ça ne serait pas vraiment du tout bon. Et c'est presque toute la salle qui semblait être contre Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qu'il disait concrètement? Oui, les Congolais ont exprimé clairement au président qu'ils ne veulent pas de la présence de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, puisque pour eux, ils le présentent comme étant un échantillon représentatif des grandes valeurs, de ceux qu'ils considèrent comme étant, pour reprendre leurs termes, les voleurs et les prédateurs du Congo, et qu'il faut les mettre à l'écart. Ils ne sont pas d'accord que ce soit lui la personne choisie pour diriger l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit clairement en citant son nom, clairement. Et donc là, on a évité les pires si Kamerhe était dans la salle alors. Et je me rappelle que est-ce que le président a donné une réponse là-dessus? Non, le président n'a pas donné une réponse spécifique par rapport à cette réaction. Mais HK, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois. Hein. Il faut considérer il faut rappeler que pendant la campagne, toute la campagne du président dans toutes les provinces où le président passait, ou du moins dans la plupart des provinces, les Congolais, pendant la campagne, ils lui avaient expliqué clairement qu'ils ne veulent pas voir encore ce qu'ils appellent voleurs, ce qu'ils appellent prédateurs dans le gouvernement, détourneurs. Ils l'ont expliqué plusieurs fois, et le jour de l'investiture au stade des Martyrs, le 20 janvier, cela a constitué un des temps forts de cette cérémonie, lorsque les hommes des dieux, donc les chefs des cultes religieux, étaient appelés à prendre la parole. Beaucoup sont revenus sur cette demande instante du peuple congolais qui consiste à ne plus voir les prédateurs, et malheureusement pour Vital Kamerhe, son nom a été cité énormément comme étant un symbole. Un symbole. Mais je me rappelle que ce n'est pas la première fois, hein, quand le président est arrivé, je crois, en Angleterre ou en France encore, la salle a pris plus de 2 ou 3 minutes en train de réclamer « Eh, pas Kamerhe, eh, pas Kamerhe ». Alors, est-ce que ça n'a pas donné une leçon? Même ces comportements, juste ces comportements, n'a pas donné une leçon au président de la République vis-à-vis de son partenaire, puisque les comportements de la diaspora n'est pas différent de celui de la population congolaise dans son ensemble. Puisque moi, je reçois des appels et des appels ici, c'est presque la même chose. Est-ce que ça n'a pas et c'est le même reproche, puisqu'il faut, il y a un peu de confusion quand, à l'issue du procès dit des 100 jours, Vital Kamerhe a été acquitté par la justice. Acquitté ne signifie pas innocenté. Acquitté ne signifie pas blanchi. C'est-à-dire, le tribunal peut acquitter un criminel sur base des preuves qu'ils vont juger peut-être insuffisantes, mais cela ne signifie pas que la personne n'a pas commis le crime ou la personne n'a pas posé des actes délictueux dont on lui reproche. Puisqu'il y a un peu de confusion, puisque quand on dit il a été acquitté, on dit bon, il a été acquitté, c'est-à-dire il est absous de toute infraction. Non, c'est différent. Acquitté, c'est une décision de justice qui montre que la justice, par exemple, les tribunaux n'avaient pas suffisamment de preuves pour condamner la personne ou pour maintenir la condamnation. Puisque pour le peuple congolais, en tout cas, dans sa majorité, il n'est pas convaincu que Vital Kamerhe est blanc comme neige. C'est pour cela que beaucoup de gens estiment qu'il doit être écarté de la direction des institutions. D'accord. Alors, qu'est-ce que le président leur a dit que vous avez retenu en tant que grand journal? Bon, je trouve que le président était un peu embarrassé puisque Vital Kamerhe
désigner, ça se passe au Parlement, ça se passe à l'Assemblée nationale. Le président n'est pas un parlementaire. Mais je pense que Vital Kamerhe, à ma connaissance, n'est pas encore président de l'Assemblée nationale. Il est candidat de l'Union sacrée au poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Je pense que si l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple congolais, je pense que si le peuple congolais ne veut pas de lui, ils n'ont pas se limiter à les manifester, mais ils peuvent faire une pétition, par exemple, pour déposer à l'Assemblée nationale et protester à l'Assemblée nationale officiellement, et aussi saisir officiellement le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant qu'arbitre constitutionnel. Je pense que on écoutera le peuple, que Vital Kamerhe ne sera pas président de l'Assemblée nationale, puisque c'est la tendance qui se dégage. Hein. Éric Mwamba, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cet échange. Vous avez publié dans les grands journaux un sujet très important. Dans ces sujets, vous avez évoqué même des orientations sur la nouvelle armée que la RDC a besoin. Terminons par là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez recommandé au président de la République par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, notamment la guerre dans l'Est du pays? Bon, c'est une étude, une analyse du grand journal qui va sortir au courant de la semaine prochaine, dont nous avons publié la synthèse qui montre que l'armée congolaise, on peut former une nouvelle armée congolaise sur base des génies qui peut jouer un rôle au niveau international. Puisqu'il y a par exemple des déserts médicaux actuellement en France, en Italie, au Canada et dans d'autres pays occidentaux où il y a des hôpitaux bien équipés mais où il manque du personnel. Ici même, puisque nous allons sortir cette étude avec des chiffres, avec des statistiques, vous allez voir qu'ici même en France, déjà à 40 km de Paris, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmiers. C'est-à-dire que les gens voyagent même parcours de kilomètres. Au Canada, il y a des études, des rapports qui sont sortis qui montrent qu'il y a 2 médecins pour plus de 1000 Canadiens. Ça montre que, par exemple, ce que nous proposons, c'est que la prochaine armée, ou soit la nouvelle armée congolaise, puisse être formée sur base du service obligatoire. Il y a 300 000 jeunes Congolais qui se présentent au diplôme d'État, au bac chaque année, et que ces 300 000 jeunes peuvent faire partie de l'armée, mais en fait, concomitamment de leur formation militaire, ils sont formés aussi comme génies, c'est-à-dire pour devenir médecin, pour devenir ingénieur dans un éthique, ingénieur dans la construction de routes, rails, ponts et chaussées, etc. Et après, on les redéploie dans les pays où il y a ces besoins. Et comme ça, vous avez non seulement des cadres militaires qui vont travailler dans ces pays, mais comme ils sont des militaires, ils vont jouer le rôle en même temps de vos agents de renseignement. Et comme ça, le Congo sera respecté dans le monde, et c'est sur base de cette nouvelle vision militaire, par exemple, qu'on peut se faire respecter et que cela peut jouer au niveau des relations entre le Congo et d'autres. Imaginez-vous si nous avons 5000 médecins militaires en France, par exemple, et que le Congo menaçait de retirer ces 5000 médecins, les citoyens français vont réagir, puisque les États occidentaux ne bougent que quand ils subissent des pressions de leur peuple. Donc, c'est ça la nouvelle vision que nous présentons. Mais Éric, qui sera publié ce ne sont pas des militaires que nous manquons. Vous voyez derrière moi, nous en avons de toutes sortes. Nous avons des commandos formés partout à travers la planète. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans les leaders, ceux qui dirigent ces militaires ici, en face de moi ou derrière moi? Non, en fait, ce qui manque actuellement, c'est l'esprit dans lequel la vision dans laquelle l'armée est formée. On ne doit pas former l'armée pour faire la guerre, puisque Aristote dit que l'objet de la guerre, c'est la paix. C'est-à-dire, si vous poursuivez la paix, pourquoi vous faites la guerre? C'est ça la pensée qui est derrière. C'est-à-dire, on peut faire la guerre à travers
l'internationalisme, par exemple, des services militaires. Comme il y a certains pays dont on ne saura pas citer les noms ici, qui déploient leurs troupes pour accompagner les Nations Unies, par exemple, dans les missions de maintien des Nations Unies. Mais il faut que votre armée soit disciplinée, soit compétente, etc. Le Congo peut le faire en couvrant certains secteurs, par exemple, comme j'ai dit, le secteur médical, puisque le secteur médical pose un sérieux problème dans les pays occidentaux. Ils n'ont pas de personnel. Leurs médecins et leurs infirmiers ont vieilli et la situation va s'empirer d'ici 10, 15, 20 ans. Alors, donc c'est bon, mais quand même la RDC est à la hauteur hein, avec tout ce qu'elle a comme militaire, armement aujourd'hui. Quand même, l'armée est en train de monter. Hein. Bon, puisque en fait, selon l'esprit des leaders congolais actuellement, quand ils parlent de la montée en puissance de l'armée congolaise, ils parlent de fantassin, c'est-à-dire de l'armée qui va aller faire la guerre. Nous parlons de l'armée qui ne va pas faire la guerre, mais qui va faire la diplomatie militaire. C'est-à-dire, la personne est formée comme ingénieur informaticien. Imaginez-vous si vous avez 10 000 ingénieurs informaticiens en France, militaires congolais en France, mais ils auront accès, bon, il y a des secrets que je ne saurais pas dire, mais ils auront accès à l'information, puisque les nations qui seront compétitives dans les années à venir sont celles qui auront la capacité de créer ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire la création des données, mais aussi les outils de traitement et de gestion de ces données. Et l'armée peut jouer ce rôle-là en tant que service de génie, en tant que service d'intelligence, dans la perspective internationaliste. Pas une armée que vous formez, vous gardez dans la caserne qui n'a pas la compétence, par exemple, de travailler comme génie, puisqu'elle va vous coûter cher. D'accord, merci beaucoup Eric Mamba. Quel est votre dernier message pour aujourd'hui? Bon, le dernier message... Je rappelle que vous êtes en France et vous avez participé à toutes ces rencontres du chef de l'État avec la diaspora et les autres services. Alors, oui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage aujourd'hui dans ces magazines? Oui, je séjourne à Paris pour suivre les passages du président, mais je ne dirais pas que le président a échoué en France, comme j'ai entendu certaines personnes le dire. Non, non, ça c'est une mauvaise façon d'interpréter les relations internationales, puisqu'il n'appartient pas à la France de mettre fin à la guerre au Congo. Ça c'est important, il faut le savoir. Il appartient, puisque la France aujourd'hui agit dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France aujourd'hui ne peut pas prendre la décision seule d'envoyer les troupes, par exemple, au Congo pour chasser les troupes rwandaises. Si cette décision n'est pas prise par l'Union européenne et si cette décision n'est pas validée dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Mais le président joue son rôle de diplomate. Alors, si vous voulez mettre fin à la guerre en RDC, ce n'est pas le rôle de la France, c'est le rôle de l'armée congolaise et du gouvernement congolais. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mamba, pour toutes ces analyses. Nous avons bien compris ce qui s'est passé en Europe. Et aujourd'hui, les Congolais de la France tout entière et d'autres pays voisins, vous avez semblé me décevoir par rapport à ce que j'ai vu dans la salle et ce que Eric a expliqué. Les désordres qui a régné dans la salle. J'ai vu même quelqu'un en train de parler au président, d'autres passer devant lui, comme ça. Et là, je pense que le président devrait attendre que la personne passe pour suivre la personne qui pose la question. Et j'ai vu que c'était vraiment un peu compliqué. Merci Eric, si vous n'avez pas un autre mot à nous ajouter, je vous remercie pour ces points de vue et peut-être avec plaisir de vous retrouver après votre mission, votre retour en Australie. Merci HK, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci chers amis, je pense que c'est par ici que nous allons mettre un point final à notre échange d'aujourd'hui. Demain, le sujet sera consacré aux gens qui sont derrière nous ici. Nous avons des choses que nous allons vous montrer sur base de la sortie du général chef d'état-major général
Christian Chiwewe, est-ce qu'il est en train de trahir le pays ou il est dans la voie normale de la défense de la République? Nous allons essayer d'en parler demain. Donc, ne ratez pas l'émission de demain. Merci d'avoir été nombreux ce soir en train de nous suivre cette émission que vous aimez beaucoup. Partagez au maximum et puis likez. Moi, je vous ai toujours demandé des munitions. Nous étions plus de 1500 maintenant. Nous avons combien de munitions là? Nous avons combien de munitions? Et qu'est-ce que vous dites là? HK, est-ce vrai que Roubaya est tombé entre les mains du M23? Oui, c'est bon. Je confirme que Roubaya est entre les mains du M23. Les Ouazalènes sont en train de s'organiser pour reprendre ça. Ils ont annoncé ça, mais c'est les M23 qui contrôlent la mine de Roubaya. Alors, quelqu'un d'autre nous dit Roubaya a été attaqué, mais nos forces FARDC, les Ouazalendo, les ont. Ça, c'est Maxime Vungala. Maxime Vungala, merci beaucoup. Alors, ont combattu à mort et des centaines de morts rwandais fertilisant nos sols. Oui, c'est vrai, ça se passe ainsi, mais pour l'instant, Roubaya est entre, je l'ai dit, d'après les informations me fournies par notre correspondant, que depuis le matin, Bitumba Izalaki toujours autour, mais Nano va récupérer Ninité. Puisque les journalistes sont encore loin, par communauté. Je vais vous montrer qu'ils ont repris Roubaya. Mais pour l'instant, c'est encore entre les mains du M23. Donc, entre les mains du Rwanda, en fait. Alors, qui autre nous dit? Jean-Luc, non, Mélanie Mawanda nous dit, c'est vrai, Roubaya vient de tomber. Oui, ça c'est vrai. Moi, je voudrais bien vous confirmer cela. Alors, qui pose? Le président de la République écrit un livre et consacre tout un chapitre à se plaindre sur la justice. C'est susciter en nous un sentiment de désespoir. L'État congolais est trop faible. Oui, bon, je pense que n'a posera toujours Moutouna dans le lobby qui doit résoudre la question de la justice. Ce qui te par ministre de la justice, par le bac, non, il y a interférence. Ce qui te donc les magistrats et les autres sont proposés par les conseils supérieurs de la magistrature. Boké na conseil supérieur de la magistrature, bazong ici bino na ministère de la justice. Boké na ministère de la justice, le bino c'est le président qui est le magistrat suprême. Donc boké na cour constitutionnelle, balobi, nous ne sommes pas décidés sur tel ou tel autre cas. On a vu même les cas de Matata Ampogno. Il y a eu même un président de la cour qui démissionne pour dire, moi, qui a quitté, il n'a pas démissionné, je pense. Moi, je ne suis pas en mesure de juger. Donc, c'est toujours Matakita, Baluka, Zonga. Donc, on ne sait pas si c'est vrai. Alors, qui autre? Moi, j'ai toujours Naïeba, qui est en mesure, juriste, qui est en mesure de punir, de sanctionner les magistrats qui ne font pas bien leur travail. Au Bazoyo, qui est président de la République, Sony. Au Bazana Sima Yambongo. Qui doit les sanctionner? Juriste donc, schéma wana, qu'un magistrat tel doit être sanctionné par tel. Bon, peut-être un de celui qui a été à l'université de Kinshasa, c'est notre pépinière du savoir en matière, il y a justice. Ils peuvent nous aider que les problèmes qui est ici, si la justice ne marche pas, voici celui qui bloque. Puisque personne n'a jamais accepté la responsabilité. Tout le monde me dit non, Honoré, c'est pas moi. Oh, c'est pas moi. Mais c'est qui? Alors, je pense que nous allons en parler dans ce sens-là. Alors, qui autre me dit quoi? Alors, j'étais là, HK. Oh, toi aussi, tu étais dans la salle. Brigitte Nzumba, merci. Chère Brigitte. HK, s'il te plaît, correction. Roubaya
n'est pas sous contrôle d'ennemis ce soir. Ah, si ce soir les choses vont changer, je vous donne parfaitement raison. Bravo au Wazalendo que nous sommes. Alors, Gilles Mouteboa, merci beaucoup infiniment. Qui autre nous dit pourquoi la France est trop faible devant les Rwandais? Là, c'est Camille Média. Pourquoi la France est trop faible? Camille Média, moi, merci beaucoup. Depuis l'état de Nevada, Las Vegas. La France vient chez nous pour coopération sportive, mais au Rwanda, on fait des coopérations militaires. Vous avez parfaitement raison. Chez nous, blablabla. Mais que Toza, pendant la guerre, il ne pouvait pas soutenir les Rwandais militairement. Il pouvait bien dire au Rwanda que ceux qui te soutenir Yosikoyo, la RDC ne va pas aimer. Puisque la RDC croit dans sa tête que Mondo Kitopesio, c'est pour aller tuer des gens de l'autre côté. On vous soutient sur d'autres plans, mais militaires, tout canan. Mais c'est là où ils mettent les. Je ne sais pas s'ils se disent aussi ce que j'ai dit là. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, mais je vais d'abord regarder HK. Je l'aime tellement. Après, je vais aller regarder Chancela. Merci beaucoup. Boex. Oh non, merci. Je vous aime aussi beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Alors, oh non, c'est Jean-Luc Boex. Merci beaucoup, mon frère Jean-Luc. Ah, c'est bon. Ça me va droit au cœur, puisque Hermoroso, au Poni Nanunga, ça fait quand même du bien. Et ça l'enga bien moro rondimate. Donc, alors, Liso Nicolas Liso, là c'est Miguel Moana Lunga, Mokokeno. Liso Nicolas Liso, peuple congolais, je suis en Angola, combattant de chaque jour, président. Alors, Fathi a dit en France qu'on va gagner cette guerre. Oui, moi je suis convaincu qu'on va la gagner. On va la gagner. Fathi azobe tsabango balia, omoni batutu, balongwananu nasima, baya liboso. Baya liboso, ouah, flèche, ekobima quelque part, na gardé puisque yaki liboso, abosani que les plans ya balle. Je pense que c'est ce que Fathi est en train de faire. Je ne vois pas Fathi perdre cette guerre ici. Je ne vois pas Fathi perdre cette guerre ici. Mais je vois les Rwandais qui viennent de signer encore un accord. On va en parler demain. Poazo Badron. Azu déjà Badron contre Rwanda. Ça n'a problème. Rwanda. Les gens au Rwanda sont calmes. Mais Rwanda continue à s'armer jusqu'aux dents. Bon, qui veut la paix prépare la guerre. Mais il y a eu guerre wana batutu ba moni que c'est pour nous. Jour Ezali biso bokomo na ngai honoré na tenu. Jour Ezali bokomo na ngai honoré na tenu. Pas aux États-Unis. Je suis le seul Congolais. Nan bomona te ki sode akimukolo. OK, le budget j'ai fait tout ce que je peux faire. Na ke négocier sa vie nanga peut-être place moko. Jour Ezali. Parce qu'il y a des choses qui énervent. Hein? Il y a des choses qui... L'ité fouyenga, c'est Fathi, les magistrats suprêmes et son conseil supérieur de la magistrature qui doivent punir les magistrats. Ah oui, peut-être c'est ça. L'applicabilité de la loi est sous la responsabilité des juges constitutionnellement avec les ministères publics. Ainsi que les avocats, sans oublier la population qui doit veiller aussi sur la loi. Bon, avocats de l'Osoki, non, la population de l'Osoki a dénoncé que magistrat tel a sali. Yo m'to dénoncé au Kendo en prison. Alors, autre chose, H4 voté yo comme président de la République. Waouh, na Congo. Ça, je dois montrer sur l'écran. C'est Mélanie Mawanda. H4 voté comme président de la République en RDC, comme président de la RDC. Merci. Que votre prophétie produise des effets à l'immédiat au nom de Jésus. Alors, depuis Luanda, bon,
c'est normal que, à sentir pendant que cet homme peut défendre le pays et le gérer complètement. Mais je pense que Nazan a logique et a Fachi. Matana ne mouké, mais fermement. Au lobby en quelque chose, il y a une autre manière de dire les choses. Au lobby légèrement, mais fermement. Na lingite aux amai na elokwana. Et puis au lobby on a otiki au sali makambonao. Moto mususa mona oneti au salije. Lero okendo kupusa na ebiso kupusa na te. Je ne veux pas que tu prennes ça. Au zongeli makambonao. Et après alinga apusa na nazana nzala tout ça. Ok, okangi penda bidon ok chananda. C'est comme ça que Maramousou il faut qu'on me manque. La brutalité mais avec fermeté. Mais wana soke za na armée ndengwana et za na justice ndengwana, le pays est parti. Donc chez moi pendaison publique procès aux ala na basalite. Bon wana stratégie to repesa na fachi ba procès et aux ala na basalite. Procès eza libanda ba chebash. On appelle na commune ngiringiri toza libanda. Boya bota la motutel. On les condamne sur place, il est conduit. Et puis, je vais mettre d'abord une pause sur ce qu'on appelle grâce présidentielle. Atabalobi ke lekinanga. Bossana n'a aucun jour, je peux signer que va libérer. Puisque les pays ici ne méritent pas une grâce maintenant. Et tous les voleurs et les détourneurs. Bitumba, pesa bitumba. Toluki, il moko na mona izana mwanda. Tobandi d'abord prison kuna. Soko kei kuna, c'est fini. Tiens ligne sur la politique. Tiens ligne sur... Je vais vous montrer, je vais vous scandaliser, chers amis. Les députés, non, les vice-gouverneurs ya Mongala, de la Mongala. Escroc ya Mokila, arrêtés et recherchés même par la police. Je vais vous donner tous les détails demain. Donc, j'ai une image. Manu militaire Boiba Kangiye Moïbi. Mais il est vice-gouverneur. Il va diriger pendant 5 ans. Na pouvoir y a honoré. Oyebi ke basi bastanga yo quelque part na mikanda que tu y as volé. Soupçonné même d'être volé. D'avoir volé plutôt. D'être voleur. Jamais au côté là qu'on servir la République. Luka Misala Moussous. Chers amis, je vois aux États-Unis quelqu'un qui travaille dans une compagnie, il y a bonbon. Il est interdit que bonbon école les barrières. Yo sala kakuna. Tu as déjà une expérience à temps de 10 ans. Les jours où bakumona na ata na caméra que yo ana uzu bonbon 5 au tien na poche au bimi na ngona barrière. C'est ce jour-là que tu diras au revoir. Pour toujours dans cette compagnie-là. Ata balobi que compagnie ezangi bato bazo luka bato États-Unis mobimba. On ne te prendra plus jamais. Mais ici, quelqu'un me note, il avoue avoir détourné, volé Mbongwabat, na banque. Il est vice-gouverneur. Et il va diriger les gens, il va donner l'ordre. Et il va combattre l'escroquerie. Bon, Zamba Sunga, Zamba vraiment Sunga RDC. Je vais vous le montrer demain. Je vais vous le montrer demain. Et vous allez comprendre qu'avec ce genre de personnes, Oyo, azotia candidature, background check na yeba yebite, histoire na yeba yebite, alors que quelqu'un a qui peut-être na kasumbalesa, muyibi azolala na balabala. Ayibiti azui akoki, il vient à côté na ba nini, puisque le système de corruption est tellement bien organisé. Oh, kibudi na seni, kombo ebimi. Landisi mbongo na cour constitutionnelle, kombo ebimi sur la liste. Il a de l'argent, il va corrompre. Kombo ebimi, il est gouverneur. Est-ce que cet homme peut aider le pays à combattre l'escroquerie? En tout cas, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Quand j'ai vu ce monsieur, il va prêter serment. Moi, je vais combattre ceci, je vais combattre ceci. Il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas 2 ans qu'il est même recherché par la police maintenant là. Mais Abimi Kuna, vice-gouverneur. Bon,
je vous aime bien, mais est-ce que vous likez? Tous ça combien qui ont liké? N'a démasqué bango. Mélanie, n'a démasqué bango. Lobby, n'a démasqué bango. On n'a pas besoin d'une telle république où todo lota, todo lota. Ça fait très mal, très 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 mal. Hein? Ça fait très mal. Moi, je suis très désolé, là, c'est Justine Ngoyi. Très, très désolé. Je ne voulais pas que les présidents participent à la rencontre de M. Macron. La distraction. Oui, moi, j'ai vu que c'est une distraction. Macron ne nous a rien rassuré. Par contre, militairement, il soutient là-bas. Économiquement, il vient ici pour se faire de l'argent, puisque nous sommes une forte population. Vous êtes un grand pays francophone du monde. Est-ce que c'est ça? Donc, arrête les soutiens militaires là-bas. Soutiens les Rwandais économiquement, sur le plan humanitaire, des projets, tout ça. Mais pas sur le plan militaire. Quand vous soutenez les Rwandais et que vous êtes conscient que les Rwandais sont chez nous, vous les soutenez militairement pour venir être forts chez nous et tuer nos femmes et nos enfants. Et Abimiwana, vous êtes les plus grands pays francophones. Je suis fier de me retrouver. Est-ce que nous, on a besoin de ça maintenant? Bon, parce que Félix Tshisekedi Asana Binona Nuna, Azoyoke la Binoma. Jean-Luc Alobi, Moutouandengo wana makala direct. Aken makala te, afandi confortablement. Bami Biler Baïbaka, quand il vous vole 15 millions, 10 azotsango na compte nae. Achaka na banque te. Ezambongo akenda ko simbisata epa koko. Koko na ndako na bato bakoyate. Zalana mongo. Yo lale lambongo chango na oreiller na yo. Koko ebi nenga ko dépenser ba $100 ba $1000 te. 5 millions et tikali. Il voit quel magistrat va m'envoyer une convocation ici. Au cause de la dossier, on a 5 ans. Batikala ko sami sabinote. Bon. 580 likes seulement. Jules. Ah, c'est pas possible. Bon. Merci beaucoup. Je pense que vous allez liker, vous allez partager cette émission. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Et travaillez. Mais, une chose, est-ce que tout le monde est déjà sur Afrique qui bouge? Tout le monde est sur Afrique qui bouge? Que je vous donne les liens. Prenez les liens ici. Les liens là. Je vous donne ces liens. Comme ça, dès que vous cliquez sur ces liens, il vous envoie sur Afrique qui bouge. Voici les liens. Voici les liens est là. Il y a des gens qui disent, moi, je n'arrive pas à voir tout ça. Cliquez sur les liens. Il va vous envoyer directement sur Afrique qui bouge. Vous cliquez tout simplement, s'abonner, vous cliquez tout simplement. Ok, la place en Ngonga. Vous cliquez sur Ngonga. Vous vous abonnez aussi sur notre chaîne. On avance. Plus nous sommes nombreux, plus nos consultants ils font. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous demande de bien prendre. Vous en avez le et ça faisait un body. Je vous montre un scandale, notamment, il y a vice-gouverneur. Escroc, il y a todo le baté. Il avoue avoir volé de l'argent. Côté Bakecha Yakimi, et il se retrouve gouverneur de l'autre côté. Alors, je vous partage tout ça demain. Vous avez besoin de comprendre et de savoir. À très bientôt pour les prochains numéros au Sana RDC. Nelson Yandila Koko ya suka mboka
Bio Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nelson Nganzila, Koko ya Sukamboka. Ashka. Nous sommes aussi en France et en RD Congo. Les journalistes patriotiques. Mamana este bobatelama nanzamebo. Mamana este bobatelama nanzamebo. Akuna na yeturi bobatelama nanzam naleliyo. Deni Masisi Lumo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Kostan Dima Beta matuza FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Naleliyo Natondi Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta ebomaka nzoto ngana leliyo bolingo ya papa papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, yo. Oh. Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo,
Baluka kaye, mwana mama, baluka kaye, mwana mama. Alota mafuta kia. Chila bochani zambi wangu, ukalanga tuibalelo.